Il est 22 h, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information de la soirée. Au sommaire de l'actualité de ce lundi 13 novembre. Le ministre de la Défense est à la tête d'une importante délégation ministérielle en tournée dans la région d'Ali Sabieh. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, a poursuivi sa tournée dans les casernements de l'armée situés dans les régions de l'intérieur du pays. Il s'est rendu donc samedi dernier à Ali Sabieh à la tête d'une délégation comprenant les ministres du budget, Bodé Ahmed Roblé, de la communication, Abdi Youssouf Sougué, et le chef d'état-major général des forces armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et du chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que plusieurs autres officiers supérieurs. Et c'est par voie aérienne que la délégation ministérielle a effectué le déplacement à Ali Sabieh. Elle a été accueillie sur place par le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabieh, le BIAS, le lieutenant-colonel Abdelwassi Ben Mohamed, le préfet de la région et des élus locaux. Et après un bref exposé sur la situation de la région, la délégation s'est immédiatement rendue par voie routière vers la localité d'Assamo. Les habitants d'Assamo et de Oukal ont réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation au fort d'Assamo, situé au sommet d'une montagne. Le ministre de la Défense et sa délégation ont visité les installations de la caserne récemment remise à neuf. Et les hauts responsables ont pu constater que les conditions de vie des militaires ont nettement été améliorées grâce à la mise en place de panneaux solaires et de moyens de communication de l'opérateur national Djibouti Télécom, ce qui a permis de désenclaver quelque peu la localité et de permettre aux militaires et aux civils de rester en contact avec leurs proches. La délégation a longuement discuté avec les Oukal de la localité. Ces derniers ont remercié les autorités civiles et militaires pour ce déplacement. Ils ont en outre tenu à transmettre au chef de l'État leurs sincères remerciements pour les actions entreprises en faveur du développement. Une jeune fille de la localité a lu un poème qui a été très apprécié. Et sur une piste routière peu commode, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue vers le poste frontalier de Guestir. Guestir est situé non loin de l'embranchement des frontières des trois pays, à savoir Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Le poste militaire de la localité a lui aussi été réhabilité et remis à neuf. Et comme à l'accoutumée, la population de la localité a chaleureusement accueilli la délégation. Et après une visite des installations, la délégation ministérielle a rencontré sous l'arbre les sages de Guestir. Une école a également été inaugurée. Les Oukal de la région ont remercié le gouvernement de cette promesse honorée. Ils ont cependant souhaité la réhabilitation des axes routiers et l'extension du réseau téléphonique jusqu'à Guestir. Et la délégation ministérielle s'est ensuite déplacée vers la localité de Ali Adé, grande ville de la région. Ali Adé accueille le plus gros contingent de réfugiés sur le territoire. L'accueil au poste militaire d'Ali Adé a là aussi été très chaleureux. La caserne a elle été aussi réhabilitée et un déjeuner a été offert en l'honneur de la délégation ministérielle. Les ministres ont ensuite rencontré la population, toutes composantes confondues. Il a notamment été question du renforcement de la sécurité et de la lutte contre les infiltrations des gens mal intentionnés à partir des frontières voisines. La sécurité est l'affaire de tous, a insisté le ministre de la Défense, qui n'a pas manqué de remercier la population pour son accueil empreint de patriotisme, pour sa compréhension des questions de sécurité et de stabilité. Il s'agit, selon le ministre, de la sauvegarde de la vie des gens, même s'ils sont des réfugiés. Le ministre a indiqué que le gouvernement fait tout son possible pour que les efforts de développement touchent chaque ville, localité ou village, mais tout ne peut être mené d'un seul coup, a-t-il indiqué. Et c'est à Hol-Hol que la délégation a prévu de passer la nuit avant d'entreprendre la seconde phase de sa tournée dans la région.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu donc ce matin dans son cabinet la visite du commissaire politique du corps d'armée chinois stationné à Djibouti. L'entrevue s'est déroulée en présence des conseillers du MENFOP et d'une importante délégation militaire chinoise. Le ministre donc et ses hôtes ont eu des échanges fructueux autour des voies et moyens d'une coopération accrue entre le MENFOP et le corps d'armée chinoise. Et le ministre a mis l'accent sur les besoins de son département dans les domaines comme la formation des jeunes aux métiers techniques, mais aussi la réhabilitation des établissements scolaires et le renouvellement de leur équipement scolaire. Il s'est dit donc heureux de pouvoir compter sur la collaboration et le soutien des militaires chinois pour l'éducation nationale. Moustapha Mohamed Mahamoud a ensuite renouvelé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple chinois pour l'appui constant au développement socio-économique de notre pays. Le haut commissaire politique du corps d'armée chinoise stationné à Djibouti s'est dit de son côté honoré de cette audience accordée par le ministre de l'Éducation nationale. Il a ensuite réitéré l'engagement de l'institution militaire mais aussi l'exécutif chinois dans l'appui au secteur éducatif et en particulier le renforcement de la formation technique et professionnelle. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre des préparatifs de la 12e édition des retrouvailles des différentes composantes nationales de la République fédérale d'Éthiopie, prévues prochainement à Samara, capitale de la région Afar de l'Éthiopie, un comité technique djiboutien s'est joint donc aux organisateurs des festivités et ce à la demande de ces derniers. Pour nous en parler donc Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Donc comment est-ce que les festivités seront organisées? Qu'est-ce qui est prévu au programme? Donc pour cette 12e édition, d'accord, donc des nationalités de République fédérale éthiopienne à Asmara auront lieu donc au début décembre. Mais avant donc de revenir à cela, nous allons donc parler du ministre délégué donc au commerce, Hassan Ahmed, s'est attelé donc à la tâche pour former ce comité d'appui technique. Il s'est entouré pour cela Ahmed, responsable dont le secrétaire général du ministère de la Culture, Mohamed Ahmed Sultan, des parlementaires et préfets de Dikil de Tadjoura pour soutenir les organisateurs de ce grand rassemblement culturel. Des conseillers donc du Premier ministre ont remis les clés de 2 bus au vice-président de cette région Afar, M. Mohamed Awal Arba. Cette 12e édition des festivités des nationalités donc de la République fédérale d'Éthiopie auront lieu donc, comme je vous le disais, à Asmara début décembre, où l'on devra compter sur 5000 participants. Les organisateurs de l'événement ont mis donc les bouchées doubles pour le plein succès de cette rencontre qui rapproche les différentes composantes ethniques de l'Éthiopie. Ce comité d'appui technique donc djiboutien a pu visiter les infrastructures destinées à abriter ce grand rassemblement. Un stade donc de 35 000 places a été construit, ainsi qu'un palais des conférences de 2000 places, des centres d'hébergement pour les invités qui sont presque donc Ahmed de finaliser. Les autorités de cette région remercient la République de Djibouti pour ces dons, en particulier le président de la République. Comme vous le voyez donc sur ces images, ce sont les clés des 2 bus qui ont été remis à M. Mohamed Awal, le vice-président de la région Afar. Merci Fardous pour toutes ces explications. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a présidé ce matin une cérémonie de remise de certificats et de grades à la première promotion de la police judiciaire formée par des cadres djiboutiens. La cérémonie s'est déroulée dans l'académie Idriss Farah Abbané de Nagar, en présence notamment du procureur général et du procureur de la République, ainsi que de plusieurs officiers de la police nationale et des formateurs. 24 stagiaires de la police judiciaire ont suivi une formation durant 3 mois, au cours de laquelle ils ont acquis les compétences et l'expertise nécessaires pour mener des enquêtes judiciaires. Les nouveaux éléments devraient donc fonctionner dans les différents arrondissements de Djibouti, selon le directeur général de la police. La cérémonie de fin de stage a été marquée par plusieurs interventions, dont celle donc du procureur général et du discours du procureur de la République, qui ont souligné tour à tour l'importance de la formation pour diverses unités de police nationale. Les 2 responsables ont également profité de cette occasion pour exhorter les nouveaux éléments de la police judiciaire à appliquer les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation sur le terrain et à renforcer également les unités de la police judiciaire. Vos sentiments sur des enquêtes qui sont en cours et comment améliorer les choses. Nous avons tous une délégation de prérogatives de puissance publique, comme on dit. Vous avez la chance, jeune JOPJ, j'ai découvert ce jour-là, lors de cette discussion du 24 octobre,
que la plupart des officiers de police judiciaire, si je combine le nombre d'années d'expérience, ont plus de 15 ans de service, pour certains 20, 25, 30 ans. Les anglo-saxons parlent et disent « practice make perfect ». Plus vous allez dans l'exercice de vos fonctions d'officier de police judiciaire, c'est dans cette pratique que vous allez vous améliorer. Je n'attends pas de vous que du jour au lendemain, vous arriviez à résoudre des enquêtes assez rapidement, de manière lucide et avec toutes les preuves irréfragables. Et de son côté, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, a souligné dans une interview qu'il nous a accordée l'importance du rôle des nouveaux éléments de la police judiciaire dans la vérification des violations du code pénal et la recherche des auteurs. Nous l'écoutons. Nous venons d'assister aujourd'hui à la commémoration, la célébration plutôt, de la formation, de la fin de formation d'OPJ qui s'est faite pour la première fois sur le plan local, purement local, sans intervention extérieure. C'est la première fois que la police produit une promotion d'OPJ qui a été formée sur place avec des formateurs officiers djiboutiens. C'est une manière de vouloir pérenniser ce type de formation pour que localement, dorénavant, on n'ait plus besoin d'intervenants externes. Une réunion d'information sur la mise en œuvre du nouveau système de visa online pour ceux qui souhaitent visiter la République de Djibouti a eu lieu ce matin dans le bureau du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Cette réunion a vu la participation notamment des représentants de diverses compagnies aériennes opérant à Djibouti. Le développement de la solution e-visa est confié donc à la société Hypercube qui a déjà réalisé avec la sécurisation du diplôme de baccalauréat avec le MENFOP. Le directeur général de la police nationale a profité donc de cette occasion pour informer les participants de nouvelles procédures d'obtention du visa, soit auprès des ambassades djiboutiennes à l'étranger, soit via Internet. Il a souligné dans son intervention que Djibouti sera toujours la terre de rencontres et d'échanges et que les nouvelles procédures faciliteront l'accès au visa pour les personnes souhaitant visiter Djibouti. Beaucoup de choses, parler de beaucoup de choses, et même tout dernièrement, j'entendais de plaintes dans le sens où il y avait une certaine mesure destinée à certaines nationalités contre d'autres. Pour mettre au clair tout ça, j'aimerais annoncer que la République de Djibouti reste ouverte comme elle était auparavant. Les deux voies légales pour accéder à Djibouti, pour venir dans le pays, c'était l'obtention de visa au préalable auprès de nos chancelleries qui se trouvent à l'extérieur. Sinon, venir avec une autorisation d'accès au pays sur le modèle que je vous ai donné. Maintenant, se situe comment obtenir cette autorisation d'accès. Et ces deux voies sont valables jusqu'au 1er janvier 2018. Pourquoi au 1er janvier 2018? Parce qu'au-delà du 1er janvier 2018, sera mis en place le système de visa en ligne, ce qu'on appelle e-visa. Et c'est donc les personnes qui désirent venir à Djibouti, à partir du 1er janvier, auront la possibilité de venir soit avec un visa, soit en utilisant ce système de visa en ligne mis en place. Et les représentants des compagnies aériennes opérant à Djibouti qui ont également participé à cette réunion ont salué la nouvelle procédure qui entrera en vigueur à partir de l'année prochaine 2018. Nous les écoutons. Donc, s'agissant de la plateforme e-visa, que la République de Djibouti et la Direction générale de la police et celle de l'immigration vont mettre en place en début de l'année prochaine. Cette application est en cours de développement, elle sera prochainement mise en ligne. Au préalable, il y aura des campagnes de communication à destination des futurs voyageurs ou des passagers qui viennent à destination de Djibouti. Donc je pense qu'à l'instar des autres pays, aujourd'hui Djibouti sera en mesure d'offrir des facilités supplémentaires à ces visiteurs qui, nous l'espérons, va faciliter leur projet de voyage.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, sous la présidence du secrétaire général du ministère délégué en charge de la décentralisation, Mohamed Aissé, s'est tenu ce matin au Palais du Peuple un atelier de restitution sur l'analyse du goulot d'étranglement du système d'enregistrement des naissances en République de Djibouti. Cet atelier a regroupé, outre les responsables du ministère chargé de la décentralisation et l'équipe du bureau UNICEF Djibouti, dont la responsable donc de la section protection de l'enfant, différents responsables de l'état civil de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur, ainsi que certains responsables des ministères sectoriels concernés par la problématique de l'enregistrement des naissances. Cet atelier donc de restitution est le résultat d'une mission menée sur le terrain à la demande du ministère délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, par 2 consultants, lesquels donc ont discuté avec les principaux acteurs de l'état civil et les populations des zones les plus reculées du pays. Un sociologue que vous connaissez tous, son objectif c'est de faire ressortir quels sont les goulots ou les faiblesses de ces systèmes d'enregistrement des naissances à Djibouti, quelles sont les barrières qui entravent son fonctionnalité et à partir de ces goulots, il ne faut pas s'arrêter uniquement à identifier les goulots, mais il s'agira de formuler des recommandations et ces recommandations doivent être traduites en actions concrètes. Et le secrétaire général du ministère de la décentralisation a expliqué à son tour que cet atelier aura une importance capitale afin de mieux répondre aux droits de l'enfant. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, le gouvernement de Djibouti s'est engagé à promouvoir une politique intégrée de la protection de l'enfant, conformément aux instruments juridiques nationaux et aux engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Face aux inégalités en matière d'enregistrement des naissances, la politique du gouvernement vise à garantir l'équité nécessaire à un bon départ pour la vie. Ainsi, l'enregistrement à l'état civil de chaque enfant à sa naissance préserve son droit à une identité et à une nationalité conformément aux lois nationales et aux droits internationaux. D'après la Convention relative aux droits de l'enfant, tout enfant doit être enregistré aussitôt à sa naissance et dès celle-ci a le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Et le Somaliland donc élit aujourd'hui un nouveau président Ali. Eh bien, le Somaliland, dans le nord de la Somalie, élit donc ce lundi un nouveau président, le sortant ne se représentant pas et espère poursuivre une transition démocratique qui tranche avec l'instabilité de l'État somalien voisin. Le sortant Ahmed Mohamed Silanyo a décidé de ne pas se représenter à la fin de son unique mandat. 3 hommes sont en lice dans cette petite république semi-désertique de près de 4 millions d'habitants. Moussa Bihi du parti au pouvoir Koulmiye et les candidats d'opposition Abdelrahman Erro et Faisal Ali Warabe, candidats malheureux à la présidentielle de 2010. Le Somaliland est plus homogène sur le plan clanique et plus stable que le reste de la Somalie. La campagne électorale s'est achevée vendredi et quelques 700 000 votants ont été appelés ce matin aux urnes. Un système de vote biométrique avec reconnaissance de l'œil des votants a été utilisé pour la première fois. C'est ce qu'a fait savoir la commission électorale nationale. Les 2 dernières présidentielles dans ce pays, à peine plus grandes que la Grèce, avaient été jugées démocratiques. Et bien, espérons un résultat qui sera propice pour les 3 candidats. Et en Centrafrique, à présent, 7 morts, plus de 20 blessés dans des violences à Bangui. L'attaque qui a été perpétrée contre un café de la capitale s'est produite au PK5, un quartier qui a longtemps été l'épicentre de violences communautaires. Eh bien, 4 personnes effectivement, Ahmed, sont mortes et une vingtaine d'autres blessées hier dans une attaque à la grenade contre un café de Bangui. Un incident suivi par des représailles qui a fait 3 morts, première violence significative dans la capitale centrafricaine depuis début 2017. Les
l'intervention armée de la France entre 2013 et 2016 et l'ONU disposant d'environ 12 500 hommes ont depuis lors réduit donc considérablement les violences, en particulier à Bangui, la capitale centrafricaine, mais celles-ci ont repris en intensité en province depuis le départ de la force française Sangari, donc fin octobre 2016. Des groupes armés et des milices s'affrontent désormais pour le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde. Et enfin, les 23 pays de l'Union européenne ont pris acte aujourd'hui à Bruxelles de leur intention de s'engager dans une coopération militaire renforcée dans le développement d'armements ainsi que dans les opérations extérieures, avec pour ambition affichée de relancer l'Europe de la défense. Pour être clair, dans cette coopération, elle devrait prendre dans un premier temps la forme des projets de développement de matériel tels que des chars, des drones ou des avions de transport militaires, mais aussi d'un hôpital de campagne européen. L'idée à terme est qu'un quartier général opérationnel pour les unités de combat ou une plateforme logistique d'opération pour l'UE puisse être mise en place. Par ailleurs, les pays qui rejoignent la CSP s'engagent à augmenter régulièrement leur budget de défense, engagement qui sera donc juridiquement contraignant. Les participants promettent en outre de pousser leur investissement de recherche jusqu'à 2% de leur budget de défense. L'UE veut se doter prochainement d'un fonds pour stimuler l'industrie européenne de la défense qui sera à terme doté de 5,5 milliards d'euros par an. Elle a aussi créé au printemps son premier quartier général militaire qui pilote 3 opérations non combattantes en Afrique. L'Irlande, le Portugal et Malte n'ont pas rejoint à ce stade la CSP qui sera officiellement lancée en décembre prochain. Merci Ali. Et nous allons clore cette édition en musique. À seulement 28 ans, la chanteuse nigériane Yemi Alade est l'une des reines de l'afropop. Elle commence sa carrière à 16 ans et Lagos avec un girls band, puis un télécrochet des Peak Talent Show qu'elle remporte en 2009 et qui la propulse sur le devant de la scène. En 2013, le clip de son tube Johnny est la vidéo africaine la plus vue sur YouTube par 100 millions de personnes. Elle est l'une des rares chanteuses à émerger en ce moment sur le plan continental et international, à l'image de son modèle Mariam Makeba, dont elle a emprunté le statut de Mama Africa. Et c'est en musique que nous allons nous séparer, passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.